Benoît Hamon est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourgoin. Merci d'être notre invité ce matin. Nous allons parler de votre mouvement dans un instant, de votre avenir, de vos objectifs, Benoît Hamon. Mais l'actualité, est-ce que l'État a failli à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy? Je suis assez mal à l'aise pour vous dire avec cette polémique. Nous sommes ici à... Vous ne vous emparez pas de la polémique? Non, on est à près de 7000 km de Saint-Martin. On a une île dévastée, des populations qui doivent être complètement traumatisées, des services publics qui sont à terre, manifestement. Et je suis assez mal à l'aise parce que j'imagine que l'État a essayé de répondre. Peut-être se posera la question de savoir s'il a correctement anticipé et quelles leçons il tire de cet événement exceptionnel. Est-ce qu'il faut Mais certains demandent une commission d'enquête parlementaire. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à Éric Ciotti, Marine Le Pen qui accuse aussi l'État d'avoir été imprévoyant. Non, mais moi je veux pas. N'entrez pas là-dedans. Non, je ne suis pas sur cette logique-là. D'abord parce que je trouve que cette polémique politique à 7000 km ou 6000 km d'un territoire dévasté entre des gens qui vont bien et qui tout va bien, je la trouve un peu déplacée. Viendra le temps où il faudra tirer des leçons. Les leçons, c'est quoi? Est-ce que juste avant cette émission, j'écoutais les intervenants qui parlaient de prédisposer des moyens sur place pour ne plus être surpris comme nous l'avons été là. Les leçons, c'est aussi de dire que on a un phénomène de plus en plus intense de cyclones, dont on sait qu'il est directement lié à l'augmentation du taux d'humidité, au réchauffement de la température, et qu'il faut donc urgemment lutter contre le réchauffement climatique et donc mettre sans doute encore plus de moyens et d'énergie à lutter contre cela, ce qui m'amène moi, alors là, non pas sur le plan polémique, mais à dire au gouvernement qu'il faut qu'il renonce à cette décision qu'avait prise Emmanuel Macron d'abandonner la taxe sur les transactions financières, cette taxe qui disait toutes ces transactions, cette spéculation mondiale, si on en prend une petite fraction, un millième, et qu'on la consacre à financer les moyens nécessaires pour ces économies émergentes dans les pays en voie de développement, en Amérique latine, en Afrique, pour que quand il y aura de la croissance, ce soit une croissance qui soit moins sale, moins polluante que n'a été notre propre croissance. Ça, voilà ce que doit faire le gouvernement. Voilà, en tout cas, une leçon qu'il devrait prendre. Mais alors, polémiquer, moi, aujourd'hui... écoutez, je voyais des images. Partout où il y a des catastrophes, il y a souvent des pillages, hélas. Mais parfois, ce sont on appelle ça pillage, mais si votre maison est par terre... Je vous pose une question. Comprenez-vous qu'une personne entre dans un supermarché dévasté... Prendre du sucre et de l'eau, mais évidemment. Mais s'il n'y a rien sur une île, prendre du sucre et de l'eau, mais mais vous le feriez? Mais évidemment que je le ferais. Si j'ai des enfants, que je n'ai rien qu'à supermarché, évidemment que n'importe qui, par nécessité pour ses enfants, le fera. Alors après, prendre une télé, c'est pas pareil, surtout quand il n'y a pas d'électricité, ce qui est comme pas... Mais bon, bref, peu importe. Mais des pillages, il y en a à Miami, des pillages, il y en a partout. Des pillages, c'est-à-dire j'observe, on va pas parler de pillage, parce que pillage, c'est justement l'idée de, sur le dos des autres, de voler. Mais là, on est face à des situations où tout est par terre. Objectivement, celui qui prend un pack de 6 bouteilles d'eau, du sucre et du lait, parce qu'il n'y a plus rien, c'est pas moi qui aurais pensé que la priorité, c'est d'aller chasser cette personne-là. Voilà. Bon, la réforme du Code du travail, c'est demain. Vous serez dans la rue demain? Oui. À Paris? Oui, à Paris. Absolument. À Paris, vous manifesterez avec la CGT et d'autres syndicats? Voilà, absolument. J'irai saluer les leaders syndicaux en tête de cortège. Et le 23 aussi? Oui. Le 21 aussi? Probablement, je pense que... Non, mais je pense qu'il faut pousser... Vous allez manifester? Vous allez... Je pense... Écoutez, faut être clair. Moi, je suis contre les ordonnances travail, parce que je pense qu'elles ratent un rendez-vous historique. On a la possibilité de... Vous demandez le retrait des ordonnances? Oui, je demande le retrait des ordonnances. Donc, je vais me mobiliser, simplement, je marcherai, je m'exprimerai, je dirai ce j'aurais fait à la place, parce que il s'agit pas simplement de dire ce avec quoi on n'est pas d'accord, il s'agit de dire, aujourd'hui, quelle réforme du Code du travail nous aurions fait? Moi, je pense qu'il y a des questions autour de la souffrance au travail. On a une multitude d'exemples. Il y avait encore récemment des aides-soignantes dans le Jura qui disaient dans une maison de retraite, on n'en peut plus, nos conditions de travail sont impossibles. On sait que dans des entreprises privées, dans des grandes administrations, on souffre de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire la dépression, le burn-out, etc. Toutes ces maladies n'ont aucune reconnaissance comme maladie professionnelle aujourd'hui, et donc ne sont pas prises en charge. Donc, sur ces sujets-là, on aurait pu mettre
tout ça sur la table, réfléchir au pouvoir des salariés dans l'entreprise, pour qu'ils soient évidemment plus concernés par les décisions qui les concernent, et qu'on réfléchisse à une organisation du travail qui soit plus bienveillante, non pas pour que l'entreprise soit moins productive, mais pour tout simplement parier sur le fait qu'un salarié en bonne santé, content de se lever pour aller travailler, est beaucoup plus productif qu'un salarié qui a la pression sur ses épaules, stress, etc., etc. Bref. Donc moi j'aurais voulu qu'on parle de tout ça, mais hélas, une fois de plus, on n'en aura pas parlé. Mais bon, je dis une fois de plus, pourquoi ? Parce que la loi El Khomri n'en parlait déjà pas. Et là où j'essaye d'être cohérent, c'est comme je pense qu'il faut retirer ces ordonnances, il y a des manifestations syndicales qui disent cela, il y a des manifestations politiques. Moi, je veux pas rentrer dans les chicayas entre les uns et les autres, dans les querelles de légitimité. Voilà, je dirais ce message-là de la même manière aux côtés de politiques. Est-ce que vous pensez que cette réforme du Code du travail, l'idée du gouvernement est de lutter contre le chômage de masse, peut contribuer à lutter contre le chômage de masse, franchement? J'y crois pas beaucoup. Mais bon, c'est trop pour facile les de le dire. PME, TPE, c'est une bonne réforme. J'entends les responsables de petites et moyennes entreprises qui le disent. Non, mais on vérifiera. On vérifiera oui. si globalement, non seulement le chômage se réduit, mais surtout si elle ne crée pas davantage de pauvreté, cette réforme. Le travail doit payer, dit le gouvernement. Oui, mais là, il ne paiera moins. Avec ce gouvernement-là, on sait qu'on aura beaucoup plus d'emplois précaires, mal payés, qu'on en avait aujourd'hui. Vous savez, le gouvernement, il fait quelque chose d'assez classique. Il dit que pour se rapprocher des standards des pays voisins, il faut davantage déréguler. C'est parce qu'on n'a pas assez dérégulé qu'aujourd'hui, on n'a pas un chômage plus bas que ce qu'on connaît en France. Moi, je ne crois pas du tout cela. Et j'affirme que dans les années qui viennent, nous continuerons à avoir, en raison de la révolution numérique qui est en train de tout bouleverser. Il y a quelques années, dans cette pièce, combien y aurait-il de caméramans dans cette pièce? Dans cette pièce, nous sommes 2. Oui, ça c'est voulu. Oui, c'est voulu. Mais... C'est moi qui l'ai voulu. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des métiers... Les caméras, vous savez où ils sont? Non, mais attendez, il y a des techniciens qui sont en régie, mais il y a plein... Mais il y a aujourd'hui... Il y a plein... Oui, évidemment, mais il y a plein de métiers... Ouais. Auparavant, quand on était nous interviewés, on avait un preneur de son, un caméraman, un journaliste. De plus en plus souvent, on a un journaliste qui pose la question avec une caméra. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la technologie, ça, c'est le progrès technique. Oui, progrès technique. Mais le progrès technique, il peut se traduire aussi par de la destruction d'emplois. Mais d'autres emplois sont créés, là. Benoît Hamon. Mais dans plein de secteurs, il y a aujourd'hui de la création d'emplois liés à ce progrès technique et des destructions encore plus nombreuses. Et le sujet qui nous est posé, le progrès technique, on fera rien contre. On va pas arrêter le progrès technologique. La question, c'est comment ce progrès technologique est-il mis au service du progrès social? Et le travail qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est identifier tous les secteurs dans lesquels nous savons que la robotisation, l'irruption de l'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois. Comment former ceux qui auront perdu leurs emplois, et dans quel secteur il faut en créer de nouveaux. Or, là encore, on ne parle pas de cela. Ça se fait de manière sauvage. Mais la formation, apparemment, le gouvernement prépare une grande réforme de la formation professionnelle. Nous allons voir ce qu'elle contient. Nous ne savons pas encore. Oui. Mais écoutez, moi, je me réjouis qu'il y ait des travaux dans ce domaine-là. Je suis pas là pour condamner, a priori, toutes les initiatives du gouvernement. Ce que je dis simplement, c'est que nous allons assister, dans ce pays comme beaucoup d'autres, à un impact de la révolution numérique qui va se traduire par une transformation profonde du travail, sinon une diminution du nombre d'emplois. C'est dit dans de nombreuses études que ce gouvernement n'anticipe absolument pas cela. S'il y a moins de travail, comment se partage-t-il? Et je pense que cette question est sans doute la question la plus importante, et finalement, dont on n'entend jamais Madame Pénicaud parler, jamais Monsieur Philippe parler, et encore moins Emmanuel Macron. On est, sur ce terrain-là, très en retard par rapport, paradoxalement, aux États-Unis d'Amérique. Qui n'a pas vu Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Bill Gates, l'ex-patron de Microsoft, le patron de la grande entreprise Tesla, Elon Musk, venir dire qu'aujourd'hui, la révolution numérique, ils savent de quoi ils parlent, ils en sont les auteurs. Produit d'immenses progrès technologiques. Pour vous, ce sont des exemples à suivre? Non, mais j'écoute ce qu'ils disent. Et leur manière de concevoir à la fois le travail dans l'entreprise et en même temps... Mais justement, j'écoute ce qu'ils disent. Ils disent... Nous fabriquons des technologies dont on sait, dans nos propres sociétés, que dans la société tout entière, elles détruiront plus d'emplois qu'elles n'en créeront. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il nous faut donc réfléchir à la fois à la question de la protection sociale. Oui, non, mais quand Zuckerberg rejoint ma proposition de revenu universel, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que écoutons ce que ces gens disent
parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et voir ici qu'on regarde avec parfois dédain toutes les propositions qui visent à taxer les robots quand les robots remplacent les hommes, penser le revenu universel, etc. Je trouve que une fois de plus, on se met en retard. Et la réalité, c'est que s'adapter à la modernité, c'est pas favoriser le licenciement ou les contrats courts, comme le fait Emmanuel Macron. Ça aurait dû être mettre tout le monde autour de la table, penser ce que seront les transformations du travail, les secteurs dans lesquels il y aura moins d'emplois, là où il faut former des Français, des jeunes Français. Ça aurait été une bonne initiative. Benoît Hamon, est-ce que la loi se fait dans la rue ? Non, mais là, le gouvernement dit on ne cédera pas. Oui, mais on ne cédera pas sur cette réforme. J'entends bien, il ne cédera pas. Parce que Emmanuel Macron, vous dites qu'il faut retirer les ordonnances. On va dans la rue, je pense, si on est nombreux... La légitimité de ce texte, elle est assez faible. Pas de consultation, sauf pour autoriser les ordonnances. C'est pas ce que disent les syndicats. Non mais d'accord, mais les syndicats, y en a-t-il un content ? Non, mais mais ils ne sont pas tous dans la rue. Mais ils ne sont pas tous dans la rue. Tous sont ou déçus, ou en colère, et cela manifeste. Oui, ils disent que la concertation a eu lieu et que ça a changé par rapport à la loi El Khomri. D'accord, mais la loi El Khomri, elle a ni concerté, ni elle est passée par-dessus le Parlement. Sur le plan démocratique, c'était une catastrophe. Ça, on le sait. Maintenant, on passe par ordonnance. Au terme de la négociation, aucun syndicat n'est satisfait. Aucun. Certains sont déçus, d'autres sont en colère et manifestent, je le répète. Donc, on peut pas être satisfait. Si on se dit qu'on va discuter, qu'à la fin, j'ai pas beaucoup bougé de ma position, je vous ai lâché quelques miettes, et vous n'êtes pas content, bon, vous allez dire, écoutez, il est sympa, Benoît Hamon, on a discuté, mais il a pas bougé. Bon, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas bougé. Maintenant, écoutez, le contrat social, défini par Rousseau en son temps, il disait quoi ? C'est que ce contrat social, il ne délivre pas les Français de la loi, il leur permet justement d'accepter de se soumettre à la loi parce qu'ils ont été associés à ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez que si on avait voulu vraiment sérieusement réfléchir à ce contrat social, ça aurait pu se régler par ordonnance et en 3 mois ? Après-guerre, quand on fait la sécurité sociale, quand on pense justement le nouveau contrat social, on y passe du temps. Et dans toutes les grandes démocraties modernes, on y passe un peu plus de 3 mois. Et ce que fait le gouvernement, c'est tout simplement une dérégulation du droit du travail. On le sait, on a une multitude d'exemples. Il y aura plus de gens licenciés, plus de gens à la rue, moins bien indemnisés, et c'est comme ça que ça se passera. Et la France, de ce point de vue-là, rattrapera peut-être l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne. La France n'est pas un pays qui se réforme. L'heure est à une transformation profonde. Il faut aller vite. Je serai d'une détermination absolue. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Fainéant, pour vous, c'était adressé à qui ? Je sais rien. Écoutez, peu importe. Peu importe. Non, mais peu importe. Un président de la République ne dit pas cela. Mais je veux dire, on n'est pas né avec Emmanuel Macron dans ce pays. Ça commence à devenir un peu pénible. Il est sympathique, jeune, surtout immature. Mais De Gaulle disait non, mais je vous le dis. Mais moi, je dis que c'est un président immature. On ne parle pas comme cela. Cynique. Qui va baisser l'impôt sur la fortune quand par ailleurs, il augmente la CSG ? Qui est cynique ? Il vous inquiète ? Non, mais je le dis. Immature, c'est un comportement immature. Mais il vous inquiète ? Je trouve que c'est immature. Il vous inquiète, écoutez, sincèrement. Non, mais je trouve que c'est immature de passer son temps à consteller de symboles puisés dans l'Antiquité, Jupiter, dans l'Ancien Régime, Versailles. On le découvre dans un livre d'un romancier qu'il a suivi, dans l'Empire, avec Napoléon et ses généraux. Consteller l'exercice du pouvoir de symboles du pouvoir personnel, autoritaire, je trouve cela immature. Je trouve très bien d'aller sur la colline de la Pnyx à Athènes, un peu prétentieux honnêtement parler de démocratie, mais je pense que le discours méritait d'être entendu. Parler de la démocratisation de la zone euro, ça vaut le coup, mais pour le coup, oui, c'est immature, parce que quand on n'est pas capable d'entendre un minimum que dans une démocratie, des opinions contraires s'expriment, et que si elles s'expriment, pardon, monsieur Macron, et qu'elles ne sont pas d'accord avec vous, ça n'est pas seulement le fait d'extrémistes, de feignants, et de cynique. Parce qu'en l'occurrence, moi ce que je dis qui est cynique, c'est d'enrichir les riches en baissant l'impôt sur la fortune et de demander aux retraités de voir eux, leur pension, dans les faits, ou leurs revenus, baisser par l'augmentation de la CSG. Ça, c'est cynique. Ce qui est cynique, c'est de dire, je suis contre le réchauffement de la planète, mais
pour faire plaisir à mes amis financiers, banquiers, je supprime la taxe sur les transactions financières. Ce qui est cynique, c'est de dire, oui, je me préoccupe aujourd'hui de la santé des Français, mais en Europe, contrairement au précédent gouvernement qu'il faut saluer sur ce point, céder sur les perturbateurs endocriniens, parce que les grandes industries chimiques notamment, n'en veulent pas. Ça, c'est cynique. Mais alors, vous savez, souvent, on reproche à vos yeux, est-il à la hauteur de la reproche aux fonction autres ses propres turpitudes. Oui. Peut-être qu'il était dans l'autoportrait. Est-ce qu'il est, à vos yeux, à la hauteur de la fonction ? Là, en l'occurrence, non. Mais s'il veut pas dire qu'il l'est tout le temps, mais là, non. Là, je trouve que c'est pas sérieux. Voilà, c'est immature. Bien, Benoît Hamon, votre combat, votre objectif, c'est quoi ? Est-ce que vous avez rendu votre carte du PS ? Oui, vous n'avez pas payé votre... Rendu... non, pas rendu, mais votre cotisation, non, c'est fini, oui, ça. Je l'ai payé au début de l'année, donc... mais vous la reprendrez pas l'année prochaine. Vous allez quitter le... Oui, simple, oui, ça j'imagine. Parce que ce sont d'abord des amis que je laisse pour partie. Pas que, ça on l'aura bien compris, mais aussi des combats. Et, pas que des amis, oui. Non, oui. On a connu quelques traquins. Vous n'avez pas détourné un peu d'argent lors de votre campagne électorale, parce que j'ai entendu ces accusations. Oui. Ils n'ont pas dit détourner d'argent, mais enfin c'était plein de sous-entendus. Voilà. Écoutez, moi, vous savez, je suis vraiment... J'ouvrirai tous les livres que l'on veut. Non, je sais pas, dans ma manière de faire, ça n'a jamais été. Mais bon, je laisse ça de côté... Vous avez même dit que vous étiez prêt à balancer toute la vérité. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui l'ai dit ça. Oui, ce sont vos proches, quoi. Non, mais bon, c'est dans le canard. Mais je dis que le canard dit plein de choses vraies. Hein. Non, mais il y a des choses à dire sur les campagnes. Non, mais non, justement, je veux pas être dans la menace. Mais en plus, moi, je n'y connais rien. Mais je n'étais pas trésorier, j'étais pas. Non, puis en plus, je n'ai rien qui me laisse penser cela. Non, mais je pense que ça fait partie de ce genre de mauvaise ambiance quand elle se crée, qui après, par ricochet. Pourquoi cela ? Pourquoi ? Écoutez, d'abord, parce qu'il faut regarder objectivement ce qui s'est passé. Moi, je dois assumer les erreurs qui ont été les miennes. Et quand on fait 6,3%, vous regrettez de ne pas avoir trouvé d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense que, à l'époque. Non, ça aurait été mieux, mais bon, ça n'avait pas été possible. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas imputer juste à d'autres le fait que ce résultat a été catastrophique. Mais je veux essayer quand même de me souvenir de ce qui est bien. Et c'est à partir de cela que j'ai créé le mouvement du 1er juillet, qu'on appelle le M17. C'est qu'est-ce qu'il y a eu de positif ? C'est qu'on a quand même réussi, dans un contexte où on aurait assez peu parié qu'un socialiste puisse faire des meetings sans protection policière, en parlant d'utopie. C'était assez improbable. On a parlé justement taxe sur les robots, on a parlé santé, on a parlé transformation du travail, on a parlé transition écologique. Moi, j'affirme qu'on ne pourra pas continuer avec ce modèle de développement en étant obsédé par la croissance du PIB, même quand le PIB détruit la planète. Donc il faut accepter cette métamorphose. J'affirme aussi que faire tout reposer sur un homme providentiel, c'est aussi immature. C'est-à-dire que nous avons des présidents parfois immatures parce que nous acceptons d'être un peuple immature nous-mêmes et dans une démocratie immature. Donc moi, je pense ces questions-là, elles ont grandi pendant l'élection présidentielle. J'espère qu'elles continueront à grandir. Et je veux me tourner vers cette perspective-là. Alors, le mouvement du 1er juillet que j'ai créé, le M17, il travaille avec tout le monde. Et en tout cas à gauche. Il ne s'interdit rien. Vous le verrez sur le terrain. Il est très présent. Présent dans les prochaines élections. On a le temps. Pas sénatorial, mais les futurs. Oui, ce sont les européennes, on a le temps. C'est un mouvement politique, c'est un parti politique. Vous avez transformé votre mouvement en parti politique. C'est un mouvement politique. Oui, pour l'instant, mouvement politique. Moi, ce que je pense. Il y a un moment où on traduit. Alors, je vais un peu au-delà puisque vous m'y invitez. Je pense que nous sommes une des poutres de peut-être cette future maison commune qui doit être au croisement de l'héritage socialiste, de l'écologie politique. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ni le Parti socialiste, ni Europe Écologie Les Verts, ni les radicaux, ni même les communistes ne parviennent aujourd'hui seuls à incarner véritablement une espérance. Donc c'est le début, la naissance d'un nouveau grand parti rassemblant je pense que dans une bonne partie de la gauche. Nous verrons. En tout cas, ce sera pas. C'est votre objectif. Mais je propose pas. C'est votre objectif. À tout le monde, venez sous ma. Benoît Hamon, c'est votre objectif. L'objectif, c'est effectivement de refonder la gauche et qu'elle gagne en 2022. Voilà. Merci, Benoît Hamon. 8h55. Vous êtes sur RMC BFM TV.